Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour la conférence du Data Privacy. Les régulateurs ont-ils gagné la guerre ou seulement une bataille sur la protection des données personnelles, les enjeux de la régulation, risques ou opportunités qui va vous être présenté par Pierre Calvanez, manager de transition DSI, Data Architecture, Transformation, Gouvernance, Risques et Conformité SI. Un petit topo sur l'AEGE, qui est une association de l'école de guerre économique constituée majoritairement des anciens de l'EGE, qui regroupe plusieurs clubs. Parmi ces clubs, le club RISC qui organise cette conférence. Nous travaillons également sur toutes les questions inhérentes au management du risque. Parmi nos productions, une newsletter mensuelle et toutes les semaines, nous avons un article du jeudi du risque publié sur le portail de l'IE et nous organisons l'ensemble de nos conférences. Donc, si vous êtes intéressé par nos sujets et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et de vous inscrire sur notre newsletter qui a été envoyée sur le lien de la confirmation. Je vous rappelle que le Club Risque organise également l'événement de l'année, le Risque Day, la journée de la gouvernance des risques. Durant cette journée, nous vous proposons des conférences et ateliers sur différents sujets inhérents au risque avec des intervenants issus de divers secteurs. Ainsi, je vous invite à couper vos micros pour plus de confort et j'invite M. Pierre Calvanez à débuter cette conférence. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que le son est satisfaisant pour vous? Oui, moi, je vous entends parfaitement. D'accord. Je vais partager mon écran et vérifier que, effectivement, c'est arrêté. Alors, je vais reprendre ce que j'avais prévu de faire. Hop. Ça avait marché tout à l'heure, mais a priori, je vais pouvoir le refaire. Est-ce que là, vous avez l'information qui est visible sur l'écran? Exactement, oui. D'accord. Bon, bah écoutez, je démarre cette conférence. Merci à tous et à toutes d'être présents. Je vais tâcher de vous présenter ce vaste sujet qui doit être effectivement abordé sur les aspects de la data privacy, qui est une thématique que nous voyons depuis maintenant un certain temps surgir dans différentes actualités. On aura l'occasion d'en voir quelques-unes et de dérouler l'agenda que je voulais vous proposer. Juste un petit mot et un petit clin d'œil sur un petit trait d'humour sur ce que veut dire la data privacy ou quelles sont les limites là où commence la data privacy et là où elle se termine. J'aime beaucoup cette petite information et vous avez reconnu la personne à droite qui est l'un des fondateurs d'une célèbre compagnie et qui a aujourd'hui, enfin qui avait été il y a encore quelques années un petit peu était dans l'œil du cyclone sur la capacité qu'avait sa compagnie, vous comprenez laquelle, sur cette capacité à pouvoir intégrer un certain nombre de données personnelles d'individus sur l'ensemble de la planète. Et jusqu'où aujourd'hui on peut aller dans les investigations concernant nos données personnelles, puisqu'il s'agit essentiellement de la thématique de nos données personnelles. Et ça m'avait fait sourire à l'époque d'avoir effectivement en un slide, en une image, là où on peut se poser des questions et là où commence la privacy. Voilà pour le petit trait d'humour et pour introduire cette conférence. Je voulais, avant de vous proposer l'agenda, vous dire quelques mots sur moi pour que vous sachiez effectivement pourquoi j'interviens sur ce type de sujets. Bon, globalement, et pour faire court, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans les domaines qui ont été introduits tout à l'heure, c'est-à-dire la gouvernance, la performance, la conformité des systèmes d'information et aussi la transformation digitale. Grosso modo, 3 axes dans ma carrière. Je suis effectivement manager de transition depuis maintenant 10 ans. Je
pilote des projets ou des programmes. Et depuis 4-5 ans, je me suis intéressé à la data privacy, notamment à l'introduction et au développement de la GDPR. J'ai piloté un certain nombre de missions de conformité pendant ces années qui m'ont permis de comprendre les tenants et aboutissants de cette réglementation autour de la data et de la data privacy, et surtout d'avoir des retours d'expérience sur les mises en conformité des organisations, puisque l'idée n'étant pas simplement de mettre en place ces réglementations de conformité, elle est aussi de les appliquer dans les entreprises, et l'enjeu est énorme au regard de ce qu'impliquent les nombreuses exigences ou les grands principes de la réglementation en vigueur. Je suis par ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, formateur et speaker dans un certain nombre d'associations et d'initiatives. Voilà, je suis membre d'un certain nombre d'associations autour de l'audit des systèmes d'information et de différentes institutions, formateur accrédité sur des gros référentiels de gouvernance des systèmes d'information, conférencier au Capgemini Institute sur des problématiques de transformation. Et j'enseigne plusieurs fois par an sur des sessions de 2-3 jours des séminaires autour de la gouvernance et du management du SI, notamment à Centrale Supélec. J'ai par ailleurs été l'auteur de quelques ouvrages et puis contributeur sur des ouvrages qui tournent autour de mon métier, de mon domaine d'expertise. Et puis j'écris régulièrement un certain nombre d'articles et de posts sur LinkedIn que vous pourrez retrouver à travers mon profil. Voilà pour une brève introduction qui me donne l'occasion de vous présenter rapidement l'agenda sur 1 heure, donc qui est globalement de pouvoir balayer de façon très succincte les panoramas de la réglementation en vigueur concernant la data. Je n'ai pas tout réuni, mais l'essentiel des réglementations aujourd'hui, essentiellement européennes. Une gageure qui est de parler des enjeux du RGPD en quelques dizaines de minutes. C'est une gageure en soi parce que la réglementation est lourde, les principes et l'ensemble des textes et des exigences sont des éléments, je dirais, extrêmement lourds en termes de présentation, d'enjeux et d'impact pour les organisations. Donc, je vais tâcher de faire une synthèse. Et puis, tout au long de cette présentation, on abordera et je ferai un résumé de la typologie des risques que cela engendre, bien évidemment, pour les organisations, et puis et surtout les relier à des opportunités, puisqu'à l'occasion de mes missions, j'ai eu l'occasion de travailler sur une approche autour de la création de valeur, et que cette réglementation ne soit pas simplement perçue que par la contrainte et les risques. Donc, il y a aujourd'hui, pour les organisations et bien sûr pour les bénéficiaires, des opportunités et des avancées majeures en termes de protection et je dirais de garantie des droits, mais aussi l'occasion pour les entreprises de se mettre à travers cette conformité, de mettre aussi en avant un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis, on aura, à l'occasion de la fin de cette conférence, et j'y tiens beaucoup, bien sûr, une interaction avec vous sur un jeu de questions-réponses. Et je pense que vous avez l'occasion de les poser sur le chat qui est ouvert, et j'y répondrai très volontiers à la suite de cette présentation que je vais vous faire maintenant, et puis une conclusion pour terminer cette session. Voilà, j'espère que cet agenda va vous convenir. On ne va pas perdre de temps. S'il vous plaît, Monsieur Pierre Cabanès, avant de débuter, juste je rappelle à nos invités de couper leur micro pour le confort de tous, et je rappelle à ce qu'ils peuvent poser leurs questions afin d'y répondre à la fin de cette conférence. Parfait. Merci. Alors, il y a un constat qui est quand même assez accablant sur la protection de nos données aujourd'hui et sur la façon dont les entreprises s'organisent pour se mettre, non pas simplement en conformité, mais dans des dispositions pour préserver et protéger nos données.
Les chiffres que j'ai récupérés d'un rapport récent autour de la data risk et de la sécurité, puisqu'il date de l'année dernière, mentionnent que 77% des entreprises françaises contreviennent au RGPD, ce qui veut dire qu'au-delà des enjeux financiers que cela représente, elles n'ont pas aujourd'hui considéré ou anticipé ce que veut dire cette réglementation et ne met pas aujourd'hui en œuvre l'ensemble des exigences qui sont requises. 77%, c'est quand même important. On est largement au-dessus de la moyenne en Europe, qui est de 58%. Donc, ce chiffre évoque quand même le fait que nous avons pas mal de retard ou une prise de conscience qui doit en tout cas s'accélérer pour les mises en œuvre de cette réglementation. 88% d'entre elles n'ont aucun programme mis en place pour la conservation des données, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas intégré l'ensemble des exigences dans le cadre de plans d'action ou dans leur roadmap sur les années précédentes et les années en cours. 87% d'entre elles éprouvent des difficultés à identifier les données redondantes, obsolètes et inutiles. Ce qui est important sur ce chiffre, c'est qu'il y a aujourd'hui une vraie carence en termes de cartographie des données, d'investigation de nos données aujourd'hui dans nos organisations et que nous avons eu tendance depuis des années à mettre en place de mauvaises pratiques qui étaient de consigner, de stocker, d'archiver des données au cas où, d'abord celles qui sont utilisées, celles qui ne sont plus utilisées, et que nous n'avons pas aujourd'hui une hygiène suffisante pour pouvoir répondre aux exigences que demande la réglementation à travers notamment le RGPD. 33% des entreprises françaises pensent également que leurs employés partagent des données par l'intermédiaire d'applications dans le cloud qui échappent au contrôle. Donc, nous sommes aujourd'hui confrontés à des entreprises qui ont des systèmes d'information étendus, et que ce qui prévaut pour les données dans l'entreprise, indépendamment de celles qui sont dans le cloud, sont a fortiori aussi soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes difficultés d'identification et de catégorisation des données dans le cloud, notamment à travers les projets d'externalisation ou de sous-traitance aujourd'hui appliqués à un certain nombre d'applications métiers de nos organisations qui échappent non seulement au contrôle, mais qui sont de la responsabilité aujourd'hui des sous-traitants, mais sous un œil, je dirais, aguerri et responsable des organisations qui confient ces données à ces sous-traitants. 22% des responsables français interrogés reconnaissent avoir subi un incident de sécurité. Alors ça, c'est un point qui est intéressant parce que c'est une reconnaissance. Vous imaginez bien que le chiffre, le pourcentage est bien supérieur puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne reconnaissent pas et donc cachent les incidents de sécurité pour éviter de les propager à un plus grand nombre et d'avoir finalement des communications et une image dégradée auprès de clients ou de prospects. Et 11% des entreprises françaises interrogées ont enregistré une utilisation abusive de données sensibles ou réglementées. Donc, il y a aujourd'hui un constat assez clair sur une faiblesse pointée sur le fait que nous n'avons pas suffisamment d'informations ou de maîtrise de nos données, qu'elles soient des données d'entreprise en général et de données personnelles en particulier. Voilà, c'est juste une introduction pour expliquer aujourd'hui où nous en sommes. Le niveau de maturité des organisations françaises sur cette réglementation est en cours, elle progresse. Les régulateurs ou le régulateur principal qui est la CNIL, j'aurai l'occasion de vous présenter cet organisme régulateur est conscient de la marge de progrès et d'amélioration des organisations aujourd'hui. Néanmoins, c'est une réglementation, donc elle a aujourd'hui et depuis notamment 2018 un caractère obligatoire pour les entreprises en France et puis bien sûr à l'étranger. Et je vous rappelle que cette réglementation est une réglementation européenne, mais qui concerne l'ensemble des données, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elle impacte un ressortissant européen sur l'utilisation et le traitement de ces données personnelles, quel que soit le pays pour lequel les informations sont traitées.
Voilà. Rapidement, vous donner quelques exemples récents de situations un peu difficiles. On a eu en janvier 2021, on n'en a pas beaucoup parlé, sur des serveurs chinois, des données qui ont été laissées en libre accès sur 200 millions de personnes. Et sur ces 200 millions de personnes, donc ça représentait à peu près 400 gigas de données, notamment d'utilisateurs de Facebook, d'Instagram et de LinkedIn, sur lequel étaient considérés à peu près 810 000 profils de personnes, je dirais, ayant un statut de résident en France, ou du moins des profils sur le LinkedIn ou les Instagram français. Ce qui veut dire que dans cet exemple, on a typiquement, on relève ici je dirais, deux caractères. Le premier caractère, c'est que ces entreprises que nous mentionnons aujourd'hui, qui sont des entreprises importantes, connues dans le monde entier, sont parfois sujettes à effectivement des violations de données, et que quand on parle d'une réglementation européenne, en l'occurrence le RGPD, eh bien, ça peut aussi concerner des serveurs chinois dès lors que les entreprises considérées ou les entreprises qui ont été attaquées sont effectivement sur des comptes français. Au-delà de cette violation qui est importante, 810 000 profils concernés en France, c'est quand même non négligeable. Il y a après les impacts qu'il peut y avoir, c'est-à-dire notamment, une fois disposés de ces comptes, d'avoir des risques d'escroquerie, de fraude, de phishing, de vol d'identité, d'usurpation, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir effectivement après cibler des envois d'emails personnalisés. Et puis, par la suite, et pour les hackers les plus malveillants, la possibilité d'installer des malwares sur les ordinateurs de ces comptes piratés. Plus récemment, on a eu le 23 février 2021 auprès d'un certain nombre de laboratoires d'analyse, vous avez certainement dû en entendre parler, des fuites de données de près de 500 000 patients français, sur lesquels on a récupéré des noms, des adresses, des numéros de sécurité sociale, des mots de passe, des dates de prélèvement, des types de pathologies, des états de santé, des types de médicaments administrés. Donc, autant vous dire des données dites sensibles, on y reviendra par la suite. Et ça pose effectivement un vrai problème aujourd'hui, qui est que les données de santé sont parfois sur des serveurs administrés par des entreprises qui n'ont pas forcément toujours les moyens, et en l'occurrence, on parle des laboratoires d'analyse, les moyens de mettre en place des niveaux de sécurité appropriés ou proportionnés au niveau de sensibilité des informations qu'elles stockent et qu'elles administrent. Donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui, un véritable enjeu pour ces organisations qui sont détenteurs de données sensibles. Bon, il se trouve que, pour la petite histoire, les hackers se sont disputés la revente de ces données, et ne s'étant pas mis d'accord, ils ont rendu public une partie de ce fichier, donc il perd du coup de sa valeur commerciale, puisque généralement ces données-là se retrouvent dans le dark web pour être négociées par la suite au plus offrant. Et qu'aujourd'hui, la CNIL, qui est donc notre régulateur, veille particulièrement au respect des traitements mis en œuvre par les professionnels dans le cadre de l'application de cette réglementation. Et aujourd'hui, se travaille beaucoup sur des contrôles et des investigations. J'en ai relevé, et ça avait été, je dirais, mis en place sur une enquête en 2020, donc 6 500 actes d'investigation, 300 procédures formelles de contrôle en 2020. Et sur 2021, 3 thématiques ont été retenues comme prioritaires pour la CNIL: la cybersécurité des sites web, la sécurité des données de santé, ça tombe bien, je viens de vous donner un contre-exemple à l'instant, et puis l'utilisation des cookies, nous y reviendrons aussi par la suite. Voilà, depuis 2020, c'est-à-dire l'époque du confinement, la CNIL a relevé une hausse de 24% des notifications de violation de données. Donc, autant vous dire que les SI aujourd'hui décentralisés, et que le travail en distanciel de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes aujourd'hui en France, ont considérablement fragilisé les SI des organisations.
Premier point, le panorama de la data régulation. Aujourd'hui, on a un certain nombre de réglementations, mais ce slide, simplement pour vous dire que ça fait quand même plus de 40 ans qu'on parle de réglementation autour et de la protection des données personnelles. En France, on a été pionnier puisque la loi de 78 relative à l'informatique et liberté date maintenant de plus de 40 ans, qu'on en a parlé et qu'il y a eu simplement depuis 78 des améliorations avec une directive 95. On a eu une loi 2016 sur une république numérique qui vise aujourd'hui à renforcer ou à limiter la fracture numérique sur notre territoire. Et cela vaut pour la France, mais aussi pour les autres pays. Et on a eu une réglementation européenne, le fameux RGPD, qui a été donc adopté en mai 2016 et rentré en vigueur en 2018. Donc, les entreprises qui aujourd'hui nous disent, mais cela fait à peine 3 ans que nous parlons et que nous devons nous mettre en conformité. Non, ça ne fait pas 3 ans, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. Et qu'aujourd'hui, les régulateurs ont constaté des manquements très graves et qui se sont renforcés depuis ces dernières années. Et ce règlement, je l'ai mieux renforcé, notamment sur la partie sanction des éléments qui étaient extrêmement faibles à l'époque, puisque les entreprises qui n'étaient pas conformes n'étaient pas finalement très inquiétées et que les sanctions étaient très limitées. Donc, il a fallu renforcer cette partie un peu sanction. J'y ai rajouté dans le panorama une directive NIS, j'en reparlerai, et puis l'e-privacy, j'en reparlerai aussi. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a, et là, ça concerne uniquement le périmètre européen sur la partie Orange, mais il y a aussi le Privacy Shield aux États-Unis qui a été proposé en 2016. Ça a été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis qu'il y a aujourd'hui, notamment en Californie, le Consumer Privacy Act qui a été promulgué en juin 2018. Donc les États-Unis ont pas mal réagi à cette réglementation européenne, est en train je dirais, de fourbir ses armes pour à la fois nous contrer, mais ça pose effectivement une difficulté quant à la libre circulation des données hors communauté européenne. Voilà pour un panorama très, très synthétique. Quelques mots sur NIS, mais vous avez dû en entendre parler, je ne vais pas le décrire. NIS pour Network and Information System Security, qui est une réglementation, donc une directive plutôt qui assure un niveau de sécurité élevé quand même pour les réseaux et les systèmes d'information de l'Union. Et vous avez l'e-privacy qui est une réglementation là aussi basée sur une directive qui date de 2002, qui a été présentée en 2017 et qui est aujourd'hui, à bout de 3 ans, février 2021, qui finalement ont mis d'accord l'ensemble des 27 représentants des États membres qui ont obtenu un mandat de négociation pour la révision de ces règles d'e-privacy. Elles vont consolider 3 objectifs. La protection des droits et des libertés des personnes physiques et morales en ce qui concerne la fourniture et l'utilisation des services de communication électronique, notamment à travers les messageries et les sites web, qui va garantir aussi la libre circulation des données de communication et des services au sein de l'Union européenne. Et elle va préciser et compléter une partie du RGPD, notamment sur un sujet extrêmement sensible autour de la gestion et de la politique des cookies ou des traceurs en général. Donc, vaste sujet aujourd'hui de toutes les organisations qui traitent de près ou de loin de la donnée de façon massive, de façon automatisée, qui peuvent être des entreprises à part entière ou des entreprises qui ont des services marketing très orientés sur ce type de business model. Et elle vient véritablement compléter ce que présentait dans les grandes lignes la partie RGPD. Rapidement, je ne vais pas vous refaire le détail, bien évidemment, de la réglementation. Vous trouverez ces slides, mais je vais juste aborder quelques points importants pour pouvoir avancer sur notre agenda. Mais
la réforme des protections de données, en fait, elle a un intérêt parce que, en priorité, et on ne sait pas assez, et je pense que c'est important de le pointer, il a d'abord été mis en place pour renforcer les droits des personnes qui ont été, depuis de nombreuses années, assez malmenés. Et que la création ou le renforcement de ce droit est une liberté fondamentale qui doit être aujourd'hui extrêmement renforcée. Elle doit aussi responsabiliser les acteurs traitants des données. Aujourd'hui, beaucoup de nos données sont sous-traitées et donc il y a aujourd'hui une responsabilité accrue envers les sous-traitants sur le respect de la réglementation et la mise en place de ces exigences. Et il y a aussi un troisième objectif à travers cette réglementation qui est crédibiliser la réglementation, notamment à travers les sanctions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, il existe l'ensemble des CNIL de la communauté européenne sont regroupés autour d'un comité européen de la protection des données, qui est le CEPD, qui s'appelait à l'époque le G29 et qui est présidé aujourd'hui par une Autrichienne qui est Madame Genilek et qui a été élue en 2018 pour 5 ans. Voilà, ce que je vous ai dit, ce sont des règles sur la protection des personnes physiques essentiellement, et ça c'est important, pas des règles sur des personnes morales, donc pas des respects ou de protection des entreprises, mais c'est bien des individus, et que ces règles sont relatives à un sujet qui est quand même un objectif assigné, qui est la libre circulation des données, qui est un point important. L'autre point, je vous en ai parlé, la protection des libertés et des droits fondamentaux, et que cette libre circulation au sein de l'Union doit être effectivement ni limitée ni interdite à partir du moment où elle respecte l'ensemble des exigences. Les champs d'application, c'est important, on va parler de territorialité. Donc, ce règlement s'applique à des traitements de données à caractère personnel automatisés ou tout ou partie, ainsi qu'aux traitements non automatisés, ce qui veut bien dire qu'on parle bien évidemment des informations à caractère personnel issues de nos systèmes d'information, issues de toute information qui, de près ou de loin, utilise un ordinateur ou un serveur. Mais lorsqu'on applique effectivement un périmètre sur des traitements non automatisés, eh bien, on y inclut aussi toutes les données dites papier. Donc, ça représente aujourd'hui des masses d'informations, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, considérables pour les organisations. En termes de territorialité, le règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union ou par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées. Donc, cette petite phrase qui vient introduire la réglementation implique que la réglementation n'est pas simplement l'affaire des Européens, en l'occurrence, mais qu'elle concerne aujourd'hui l'ensemble des personnes qui traitent de l'information dans le monde entier, dès lors qu'elles traitent de l'information issue des informations à caractère personnel d'individus résidant ou demeurant sur le territoire européen. Donc, l'exemple de la Chine aujourd'hui nous fait comprendre que les Chinois sur ces serveurs, sur lesquels il y a eu la violation de données, eh bien, ils n'est pas dans l'espace européen, mais ils doivent se conformer à la réglementation dès lors qu'ils traitent de l'information de ces 10 résidents. La structure de la réglementation, sans la détailler, ce slide juste pour vous dire qu'il y a quand même 99 articles et 11 chapitres, donc c'est un dispositif qui représente quand même plusieurs centaines de pages. Il est important, il est extrêmement précis et vient détailler l'ensemble des exigences. Un point sur ce qu'on appelle les données sensibles, puisque les données à caractère personnel, nom, prénom, adresse, sont les premières données à caractère personnel. La réglementation dissocie bien évidemment des niveaux de proportionnalité quant au risque aujourd'hui associé à la donnée personnelle. Donc, il est important d'imaginer que dans la compréhension aujourd'hui de ce que l'on a dans la catégorisation des données sensibles, eh bien, il y a des données qui sont particulièrement, sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant.
Je vous en ai mis quelques-unes, mais l'origine raciale ou ethnique, l'appartenance syndicale, les opinions politiques, les données concernant la santé, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, les convictions religieuses ou philosophiques, les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, et le traitement des données génétiques et biométriques. Toutes ces informations sensibles requièrent aujourd'hui la nomination d'un DPO ou d'un DPD, qui est un délégué à la protection des données, pour pouvoir effectivement permettre de mieux maîtriser, de mieux cartographier, de mieux identifier l'ensemble des données et des traitements de ces données dans les organisations auxquelles ces DPO sont rattachés pour pouvoir venir apporter un niveau de sécurité proportionné à la sensibilité de ces informations. Alors, un slide pour vous dire qu'il y a deux aspects qu'il faut bien avoir en tête et qui sont parallélisés. Il y a à la fois les obligations pour les organisations de se mettre en conformité, et il y a aussi, bien sûr, les droits des individus aujourd'hui, et c'est un point majeur, une avancée majeure de cette réglementation. Pour les obligations des organisations, vous retrouvez des obligations de collecte et traitement loyal et licite. Donc, pouvoir imaginer et formaliser les bases légales de traitement et de collecte des informations. Imaginer aussi et formaliser des finalités qui vont être déterminées licites et légitimes pour pouvoir traiter les données des personnes et des données à caractère personnel des individus, des obligations d'exactitude et de mise à jour. Donc, l'entreprise aujourd'hui a une obligation de mettre à jour les données qu'elle recense et qu'elle collecte et qu'elle traite. Et puis, bien sûr, des obligations de confidentialité et de sécurité, c'est-à-dire d'apporter le niveau de protection approprié et de s'assurer qu'elle va pouvoir effectivement pouvoir supprimer, déclarer, autoriser l'utilisation d'un certain nombre de données sur lesquelles elle va avoir une responsabilité de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle va être comptable aujourd'hui de l'ensemble des procédures, du respect des principes de la réglementation. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et l'entreprise doit aujourd'hui apporter la preuve de sa conformité auprès du régulateur. Et ça, c'est un point qui oblige les organisations à mettre en place des plans d'action et à vérifier effectivement cette conformité et l'application de ces exigences. Notamment sur les droits, qui est important. Donc, vous avez certainement dû avoir depuis quelques années des demandes de consentement ou des renouvellements de consentement. Le principe de consentement préalable est une avancée majeure. Le droit à l'information, la capacité effectivement pour les individus de percevoir et de recevoir les informations qui vont être traitées par les organisations sur lesquelles vous avez donné votre consentement et de savoir effectivement quel type d'information va être traité. Le droit d'accès et de la rectification, donc la possibilité à chaque instant de pouvoir accéder à la source de l'information et au niveau d'information requis vous concernant et de pouvoir vous retrouver dans des espaces où vous allez pouvoir rectifier des informations, les updater, les mettre à jour. Des droits d'opposition, vous pouvez très bien imaginer que vous décidiez un jour de retirer les informations pour lesquelles vous aviez à l'époque donné un consentement, et vous avez ce droit d'opposition aujourd'hui qui vous est proposé, le droit à l'oubli et à l'effacement. Et puis, autre avancée majeure, le fameux droit à la portabilité. Nous avons tous eu des situations complexes d'entreprises pour lesquelles vous deviez éventuellement changer de forfait, donc de société, que ce soit pour de la téléphonie, que ce soit pour des abonnements, et sur lequel vous aviez à l'époque, et on l'a toujours, parce que ce n'est pas encore aujourd'hui toujours très bien appliqué, la possibilité de transférer vos données vers un autre fournisseur d'accès. Et aujourd'hui, ça doit se faire sans difficulté, avec toute la transparence nécessaire pour pouvoir récupérer l'ensemble des données qui ont été associées à vos abonnements de la part de votre fournisseur, soit pour l'envoyer à un autre fournisseur, soit pour le récupérer directement. Donc voilà, obligations, mais aussi des droits. Je pense que c'était important de le rappeler. Alors, deux acteurs principaux sont aujourd'hui tenus de respecter la réglementation. Je ne vais pas le détailler, mais vous avez aujourd'hui des responsables de traitement, c'est-à-dire la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui prend les décisions concernant le traitement des données.
la définition des finalités et des moyens, qu'elle effectue ou non ce traitement elle-même. Donc, ce responsable de traitement doit répondre à 2 questions. À quoi va me servir le traitement, c'est-à-dire la définition de la finalité, et comment est-ce que l'on va atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire les moyens, la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour pouvoir effectivement traiter l'information dans le respect des exigences, c'est-à-dire associer aussi ces informations à un niveau de protection. Et puis, vous avez aujourd'hui un engagement qui est très fort, qui ne l'était pas à l'époque, qui est l'engagement de responsabilité des sous-traitants, qui est donc la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui traite le personnel pour le compte du responsable de traitement. Et le sous-traitant va lui aussi être soumis à des exigences pour pouvoir effectivement mettre en place des dispositifs de protection aussi proportionnés au niveau d'information ou à la typologie d'information qu'elle va sous-traiter pour le compte de son client et donc du responsable de traitement. Le sujet, on l'a abordé tout à l'heure, qui est important en termes de droit, c'est le consentement de la personne concernée. Donc, c'est en fait défini de façon maintenant beaucoup plus claire, toute manifestation de volonté qui doit être spécifique, éclairée, univoque et libre, pour lequel la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif, on parlera de l'opt-in tout à l'heure, de l'opt-in éclairé, que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de zone d'ombre sur la capacité que les organisations doivent mettre en place pour pouvoir obtenir ce consentement dit éclairé. Et puis, il y a une autre définition sur la violation des données à caractère personnel, qui est le principal risque aujourd'hui que pose l'utilisation et le traitement de ces données à caractère personnel. Et de définir ce que veut dire aujourd'hui une violation de la sécurité de ces données à caractère personnel. Donc, en fait, cette violation de sécurité entraîne de manière accidentelle ou illicite, donc il peut y avoir des accidents sans avoir une intention particulière, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel, transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. J'insiste sur ce point parce que lorsqu'on parle de violation de données, on parle généralement de divulgation ou de sortie des données de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Mais la violation est caractérisée, la violation de données est caractérisée aussi par des destructions, des pertes ou des altérations, donc la perte de l'intégrité de l'information, d'accord, avant la divulgation. Donc, un crash d'un serveur qui va occasionner tout ou partie, la perte de tout ou partie de données est une violation de données aux yeux du régulateur. Et il doit, à ce titre, remplir toutes les exigences qui vont être liées à ce grand principe de déclaration de la violation de données. Les droits des personnes, lorsque vous demandez effectivement une information vous concernant, vous devez effectivement pouvoir obtenir du responsable de traitement, des finalités, de la catégorisation des données dans lesquelles vos données sont consignées, des destinataires qui sont effectivement utilisateurs de vos données potentiellement, les durées de conservation, des demandes de rectification et d'effacement, des droits à s'opposer, l'identification éventuelle de sources, et éventuellement avoir la connaissance d'une prise de décision automatisée. Alors, les sujets, quand on parle de protection de données, vous l'imaginez bien aussi, ça touche essentiellement à des sujets qui ont trait à la sécurité, donc à la sécurité des données qui va y être associée. Et donc, les degrés je dirais, de probabilité et d'impact ou de gravité qui vont y être associés. Donc, aujourd'hui, les responsables de traitement et les organisations qui sont concernées doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Donc, cette petite phrase est dans la réglementation. Et elle veut dire beaucoup parce que l'impact aujourd'hui de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité approprié pour l'ensemble des données à caractère personnel d'une organisation est un travail considérable aujourd'hui que les entreprises ont en partie mis en œuvre, mais pas complètement. Donc là, c'est un sujet sur lequel effectivement
le DSI, le CIO des organisations est impliqué de façon pleine et entière, ainsi que les responsables de sécurité, RSSI, CISO, et qu'ils ont aujourd'hui plusieurs possibilités pour venir mettre en place des niveaux de sécurisation de ces données. On parle assez souvent et majoritairement de pseudonymisation et de chiffrement, mais aussi d'anonymisation, qui est plus compliqué à mettre en place. En fait, tous les moyens qui permettent de garantir la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité et la résilience constante des systèmes d'information et des services de traitement qui y sont associés. Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. On verra par la suite les délais extrêmement courts qui sont requis. Et des procédures qui visent à tester, analyser, à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles. Donc, un processus ou une procédure qui doit aujourd'hui apporter la garantie qu'il y a bien des moyens ou des contrôles ou des points de contrôle qui vont venir de façon permanente, pérenne, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité de ces mesures. Voilà, donc autant vous dire que sur le volet sécurité des traitements des données à caractère personnel, il y a beaucoup de choses à faire, que ce sont je dirais des budgets en termes de sécurité qui sont importants. Alors, on peut y voir beaucoup de contraintes, puisque vous l'imaginez, il va y avoir un renforcement de la sécurité des données aujourd'hui. Mais c'est pour moi une des opportunités aujourd'hui de venir pointer les faiblesses de sécurité dues à un manque de budget ou un manque de priorisation de ces aspects en termes de sécurité des données qui pointent aujourd'hui, qui sont pointés par la réglementation et sur lesquels les entreprises n'auront pas le choix que de remettre du budget et de prioriser ce type d'action aujourd'hui pour se mettre en conformité. Bon, les notifications à l'autorité de contrôle d'une violation de données, elle est importante. Le seul point qu'il faut relever dans cette synthèse, c'est d'avoir en fait une exigence qui incombe aux responsables de traitement, qui est donc de notifier à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et si possible à 72 heures au plus tard après avoir pris connaissance de cette violation et de justifier et d'argumenter cette violation de données. Et si l'entreprise, les personnes responsables et notamment le responsable de traitement qui porte cette responsabilité de déclaration de violation ne peut pas le faire dans les 72 heures, devra argumenter des motifs de retard auprès du régulateur. Donc, je pointe cette exigence parce que 72 heures pour pouvoir alerter, comprendre et mettre en place le plan d'action de remédiation, c'est extrêmement court pour les organisations aujourd'hui. Donc, tous les plans de sécurité informatique, les plans de PRA, de plans de reprise d'activité ou de plans de continuité d'activité doivent intégrer aujourd'hui cette nouvelle exigence en termes de délai. Et que le sous-traitant est lui aussi impacté par la violation de données s'il le traite pour le compte d'un responsable de traitement, et il doit aussi notifier au responsable de traitement cette violation de données. Donc, c'est une chaîne aujourd'hui de responsabilité qui démarre de la violation, qui impacte le responsable de traitement de l'organisation et son sous-traitant. Et qu'il va falloir très rapidement investiguer, décrire la nature de la violation, le nombre de personnes concernées, les impacts, la communication du DPO et de décrire les conséquences probables. C'est un point qui est important et un risque majeur aujourd'hui pour les organisations. Le plan de remédiation, il est effectivement à mettre en place dans une logique très court terme pour pouvoir remédier au plus vite et faire l'analyse d'impact, bien sûr. Il va falloir par la suite documenter toute cette chaîne de violation de données pour pouvoir à la fois informer le régulateur, les différents acteurs qui vont prendre place à ce plan de remédiation. Bien, là, je ne vais pas m'étendre sur cette information. Ce qui est important, c'est que si dès lors que la violation impacte un nombre de personnes importantes, il est demandé aux responsables de traitement à l'organisation de faire des communications publiques. Et là, je vous laisse imaginer
les difficultés aujourd'hui en termes d'image et de réputation, on en reparlera tout à l'heure, de telles mesures. Ça concerne effectivement des risques, uniquement des risques élevés auprès de personnes concernées, et que si dès lors vous apercevez qu'il y a eu effectivement une divulgation importante de données extrêmement sensibles, eh bien, il y a lieu à mettre en place une communication de crise et donc une communication auprès du public impacté ou concerné. Alors, un point important du RGPD, c'est aussi l'impact qu'il a aujourd'hui pour le marketing. Vous imaginez bien que aujourd'hui, la fin de l'opt-out ou de l'opt-in, je ne sais pas si vous êtes, je dirais, au clair sur ces aspects-là, mais l'opt-out, c'était effectivement la capacité de pouvoir être d'accord par défaut d'utilisation de vos données, et donc il fallait à l'époque décocher des cases, c'était l'opt-out, et l'opt-in aujourd'hui doit être éclairé, c'est-à-dire que vous devez recueillir effectivement, que les entreprises de marketing doivent informer clairement la personne de ses droits et l'objectif de la collecte de ces données. Donc, le consentement, il doit être explicite et ça change énormément de choses aujourd'hui pour les entreprises qui en ont fait leur métier. Et que l'internaute doit aussi pouvoir choisir d'activer totalement ou partiellement la quasi-totalité des cookies. Donc, c'est un point qui est très important aujourd'hui pour ces organisations qui doivent aujourd'hui faire évoluer leur business model. Sur stockage des données, il y a un impératif aussi de suivi. Donc, un registre des consentements, l'entreprise de marketing qui aujourd'hui collecte pour son compte ou pour le compte de tiers, doit recueillir les consentements éclairés des individus pour lesquels les bases de données vont être exploitées, donc vont être traitées, qu'il va devoir maîtriser et appliquer des durées de conservation en fonction des données qu'il va collecter et traiter, et qu'il doit, le cas échéant, recourir à de l'anonymisation ou de la pseudonymisation si les données sont trop sensibles et qu'elles ne nécessitent pas aujourd'hui l'identification des personnes concernées. Donc, un point majeur sur la base légale de la collecte, les droits et demandes individuels ou collectifs, et le profilage et les décisions automatisées qui doivent être effectivement toujours être associées à une finalité. Alors, un point aussi important qui sont régis dans les grands principes de la réglementation, c'est ce qu'on appelle les DPA, les évaluations d'impact sur la vie privée. Donc, l'évaluation d'un risque sur la vie privée sur un scénario qui peut être un événement redouté, potentiellement la capacité de pouvoir identifier une faiblesse dans une application et de ce que serait l'impact potentiel sur les droits et libertés des individus dans l'application dans laquelle sont concentrées les données. Donc, on a aujourd'hui des outils pour faire ces fameux DPIA et qui reviennent en fait sur l'utilisation d'une méthodologie de gestion de risque classique, gravité, vraisemblance, impact, pour pouvoir effectivement se prémunir de l'utilisation des applications qui vont être développées et prévenir les risques d'utilisation de données sensibles à travers ces applications ou ces services. Dans les réalisations de ces analyses d'impact, il y a aujourd'hui une liste détaillée que fournit le régulateur et qui sont les types d'opérations de traitement pour lesquelles les analyses d'impact doivent être de toute façon diligentées. Elles ont un caractère automatique pour une dizaine de typologies de données. Je vous les ai recensées pour que vous ayez en tête les types de données pour lesquelles il faudra exercer effectivement ces analyses de risque. Bien sûr, avant tout, les données de santé. Ensuite, les données génétiques, notamment auprès de personnes dites vulnérables, qui peuvent être des patients, des employés, des enfants. Des données de profil de personnes physiques à des fins de gestion de ressources humaines, des finalités pour surveiller de manière constante l'activité des employés. On parle essentiellement de tous les sujets qui ont trait à la vidéosurveillance. Des finalités de gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire, des finalités de gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle,
des profilages de personnes pouvant aboutir à l'exclusion d'un bénéfice d'un contrat ou de données provenant de sources externes. On parle essentiellement des activités ou de la contractualisation bancaire ou assurantielle, et puis d'autres natures de contrats, des données biométriques, bien sûr, l'instruction des demandes de gestion des logements sociaux et accompagnement social et des données de localisation à large échelle, notamment localisation de type GPS. Voilà, donc sur ce type de finalité ou de traitement, dès lors que vous avez cette typologie de données, vous devez, de façon automatique, exercer une analyse d'impact, la documenter et la fournir à première demande au régulateur si il y avait une violation de données ayant effectivement utilisé tout ou partie de ces informations. Donc, je vous laisse imaginer des DPIA non exercés sur des violations de données et un régulateur qui va finalement s'apercevoir que vous n'avez pas fait d'analyse d'impact. Donc, les choses sont dites à travers des fiches qui sont aujourd'hui fournies et détaillées par le régulateur et qui sont updatées régulièrement au fil des ans. Voilà pour c'est une gageure, hein, pour cette logique de venir vous donner les quelques grands principes aujourd'hui de la réglementation et les grandes contraintes qui sont offertes pour les entreprises pour leur mise en conformité. Je n'en ai parlé que d'une partie, mais celles qui me semblaient les plus appropriées ou les plus pertinentes dans le cadre de cette conférence, pour pouvoir aujourd'hui apprécier l'autre partie, et j'ai encore 8 minutes pour vous parler de risques et d'opportunités. De listes qui bien évidemment sont non exhaustives, mais ce que j'ai identifié en termes de risques, et du moins ceux que j'ai pu voir dans le cadre des mises en œuvre opérationnelles, le premier c'est le risque financier, j'y reviendrai, c'est le seul que j'ai détaillé, et puis les autres sur lesquels je reviendrai, qui sont les risques réputationnels d'image, les risques de violation, on en a parlé, des risques de consentement aussi qui peuvent être abusifs, et des risques opérationnels bien sûr. Sur le risque financier, les sanctions sont extrêmement lourdes et inédites depuis les dates d'application du RGPD, puisqu'il s'agit de pouvoir avoir des amendes administratives jusqu'à 20 millions d'euros pour les entreprises, 4% du chiffre d'affaires annuel. C'est colossal. Je vous ai donné les plus élevés et des typologies de sanctions depuis la date d'application. La plus élevée, vous la connaissez, hein, c'est celle qui a été affligée par la CNIL contre Google le 21 janvier de 50 millions d'euros. C'est la plus grosse jamais prononcée par un régulateur depuis l'application du RGPD. Manque de transparence, essentiellement de manière suffisamment claire pour les utilisateurs, ne pas avoir recueilli de manière éclairée les consentements des personnes concernées. La première prononcée en France a été Optical Center pour une sanction de 250 000 euros. Là aussi, une atteinte à la sécurité des données. Les systèmes d'information n'étaient pas suffisamment sécurisés, notamment sur des commandes en ligne à partir d'un site Internet. Et une des dernières en date, c'est celle que j'ai relevée, qui est intéressante, qui a été sanctionnée, enfin, dont le ministère de l'Intérieur a été sanctionné par la CNIL dans l'utilisation de manière illicite de drones équipés de caméras, notamment pour la surveillance des respects des mesures de confinement. Voilà, donc vous imaginez bien les niveaux et la typologie d'entreprises aujourd'hui sur lesquelles exerce le contrôle côté CNIL. Juste quelques éléments, dont 300 contrôles ont été effectués, 42 mises en demeure, 2 publics, 2 rappels à l'ordre, 2 avertissements, 8 sanctions en 2020. Cette amende totale de 51 millions d'euros. Alors, dans les 51 millions, il y a probablement l'amende de Google, donc le reste fait à peu près 1 370 000 euros de sanctions, 5 injonctions sous contrainte et 2 non-lieux. Voilà pour ces aspects. Alors, pour revenir sur les autres risques, le risque réputationnel d'image, au-delà du risque financier, vous le comprenez. Aujourd'hui, le régulateur qui décide de communiquer publiquement une violation de données ou un non-respect peut provoquer pour l'organisation choisie ou incriminée
un risque d'image et de réputation colossal. Colossal. Vous imaginez que dans un journal, dans des journaux spécialisés professionnels ou dans la presse grand public, la reprise d'une communication par le régulateur, par ces 10 journaux, est catastrophique pour l'image d'une entreprise en termes de confiance. Et donc, c'est la double peine, c'est le risque financier et le risque d'image. Le risque de violation de données, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, si les entreprises ne mettent pas les niveaux de sécurité suffisants dans leur système d'information et qu'ils ne l'anticipent pas dans leur budget, le risque de violation, que ce soit la divulgation, qui est le premier risque, mais aussi, je vous l'ai dit, perte, dégradation des données, c'est un risque majeur pour les organisations aujourd'hui et les impacts que ça peut avoir pour les individus. Le risque de consentement abusif, aujourd'hui, vous avez tous les jours des exemples de consentements qui sont forcés, qui ne sont pas forcément appliqués en opt-in éclairé. Et donc, vous vous sentez très souvent contraint d'accepter des cookies alors que vous n'avez pas forcément envie de le donner et vous n'avez pas le choix, ou des fenêtres qui ne se ferment pas, ou des consentements qui sont pris à votre insu. Et donc là, aujourd'hui, c'est un risque majeur sur lequel le régulateur sanctionne sévèrement. Et puis le risque opérationnel, vous le comprenez aussi aisément. Demain, vous avez, je dirais, une entreprise qui va perdre de façon significative une base de données. Son CRM va être, si ce sont des données clients, va être inactif. Il ne pourra plus renseigner d'informations. Les commerciaux sur le terrain ne pourront plus accéder à leur base informationnelle, et que vous pouvez contraindre effectivement toute une partie de vos employés à ne plus travailler ou à ne plus être opérationnels dans l'utilisation des données qu'elle avait l'habitude de traiter. Donc les risques sont majeurs à tous les niveaux. Alors, pour être plus positif, sur la fin de cette conférence, avant de prendre vos questions et de tâcher d'y répondre, eh bien, j'ai mis quelques opportunités parce que finalement, cette réglementation va permettre à des entreprises de rentrer dans un cercle vertueux et qui potentiellement va pouvoir en partie, et c'est une des grandes finalités, augmenter ses parts de marché. Je m'explique. Cette capacité aujourd'hui qu'ont les entreprises à se mettre en conformité va augmenter le niveau de confiance et rassurer aujourd'hui des clients qui, d'une part, vont admettre que ces entreprises vont mettre en place des niveaux de protection proportionnés à ce qu'elles engagent chez elles. Mais il va y avoir aussi parfois des entreprises qui vont marketer cette mise en conformité, ce respect à cette réglementation, et qui vont permettre de capter des appels d'offres sur lesquels il y aura des demandes de garantie aujourd'hui du respect de ces exigences. Donc, potentiellement, pour les plus intelligentes d'entre elles, elles ont déjà bien marketé aujourd'hui qu'elles étaient en conformité avec la réglementation. Des certifications sont d'ailleurs en cours aujourd'hui sur ces sujets-là, et qu'elles en font aujourd'hui la promotion pour pouvoir être différenciantes par rapport à un fournisseur ou par rapport à une entreprise qui ne l'aura pas forcément mis en place. C'est aussi une formidable opportunité aujourd'hui qu'ont les entreprises de cartographier enfin et de qualifier leur base de données. Je vais souvent faire des audits, des investigations dans des organisations, et je leur demande aujourd'hui de cartographier leurs données ou de me donner la cartographie de leurs données. Et je peux vous dire que le niveau de maturité aujourd'hui en termes de gouvernance de l'information et des data est un vaste chantier, et que le RGPD a permis de pointer cette insuffisance et de corriger le tir aujourd'hui en débloquant des budgets de cartographie et de qualification des données. C'est aussi l'occasion aujourd'hui de ressortir des budgets qui étaient assez souvent en sommeil sur la sécurisation des SI et des données, généralement le parent pauvre. Aujourd'hui, il est sur la table du dirigeant et que le RSSI a tous les arguments pour venir renforcer et négocier ses budgets à la hausse pour venir donner et apporter un niveau de sécurisation des SI et des données des organisations auxquelles ils appartiennent.
la valorisation des bases de données. Dès lors que vous cartographiez et que vous qualifiez, vous valorisez la donnée. La donnée, c'est un asset stratégique pour les organisations et à ce titre, elle doit être valorisée. Nos données et les données des organisations ont de la valeur. Renforcer la relation client et fournisseur. Dès lors que vous êtes en conformité avec le RGPD, c'est l'occasion aussi de redonner confiance à des clients de travailler avec vous, de renégocier des contrats et éventuellement de renforcer aussi la relation avec les fournisseurs parce que vous allez recréer un lien qui sera différent puisque vous allez être associé dans la chaîne de responsabilité et que les fournisseurs vont peut-être avoir, vous allez peut-être avoir un autre regard de vos fournisseurs et de les associer davantage en partenaires qu'en fournisseurs dans cette chaîne, à travers cette chaîne de responsabilité. Réaffirmer la marque employeur, une entreprise qui aujourd'hui crie haut et fort sa mise en conformité RGPD, donne un signal fort à des futurs employés que les données qu'elle va conserver va effectivement être en conformité, va être protégée à la hauteur de la sensibilité des informations qu'elle collecte. La prise de conscience que tout le monde est acteur de nos données et de la protection des données, c'est enfin l'occasion aujourd'hui de dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans notre capacité à protéger nos données, à être particulièrement vigilant sur l'utilisation des traitements des données, à être particulièrement vigilant à recueillir des consentements lorsque cela est nécessaire. Et c'est une vraie prise de conscience aujourd'hui à tous les niveaux des organisations. Et ça, c'est une véritable avancée dès lors qu'elle est accompagnée par des formations ou des actions de sensibilisation. Les deux derniers, favoriser la libre circulation des datas. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Dès lors qu'il y a un cadre aujourd'hui réglementaire qui est appliqué, la circulation aujourd'hui, c'est bien l'un des enjeux de cette réglementation et de pouvoir augmenter, faciliter et fluidifier la circulation des données, notamment à travers l'espace européen. Et puis, la dernière opportunité, c'est aussi de renforcer considérablement les droits des individus à travers cette réglementation et de les exercer et donc de pouvoir mettre en place ces dispositifs pour pouvoir s'assurer que les informations qui ont été collectées et qui vont être traitées par les organisations, bien, vous avez la main dessus quel que soit le moment où vous devez les recueillir ou les retirer ou les modifier ou les supprimer. Voilà, j'en ai fini de cette conférence et de cette partie très synthétique pour présenter les enjeux de la réglementation, notamment à travers le RGPD. Et j'attends avec impatience vos questions. J'espère avoir été clair jusque-là. Merci, Monsieur Calvanès, pour cette conférence. Du coup, on a eu pas mal de questions. Tant mieux. Je cite, c'est une question d'Edu. RGPD, pourquoi ne pas parler de droit de non-consentement préalable? Alors, en fait, l'opt-in, ce que je vais appeler l'opt-in éclairé, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui qu'ont les organisations à présenter, quelle que soit la façon dont ils vont solliciter vos données, que ce soit à travers un site web, que ce soit à travers un document, que ce soit un document électronique ou non, le non-consentement aujourd'hui, il est de rigueur. L'opt-in éclairé, c'est-à-dire que par défaut, je ne donne pas mon consentement. En revanche, il va falloir aujourd'hui, pour les organisations, les recueillir. Donc, l'opt-in éclairé, c'est le non-consentement par défaut. C'est une autre façon de l'appeler, mais on est bien dans cette disposition aujourd'hui. Une autre question de Léa Verdure. Quid de la régulation hors législation européenne? Les autres organisations régionales ou les États eux-mêmes ont-ils choisi de mettre en place une telle régulation? Alors, comme je l'ai introduit très rapidement, les États-Unis ont très vite réagi et ont déjà mis en place des dispositifs sur les Privacy Shield et sur certains États pour venir soit compléter, renforcer ou contrer le RGPD. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour venir s'assurer et garantir que tout ce qui va être, toutes les données qui vont être sorties ou traitées hors Europe puissent avoir le même niveau de protection, de sécurisation et d'exigence qu'exige aujourd'hui le RGPD. Donc, les États-Unis est un bon exemple aujourd'hui de tentatives de régulation assez fortes
visant à protéger à la fois les données des ressortissants américains, mais aussi de limiter je dirais, l'impact que peut avoir le RGPD aujourd'hui sur les États américains. D'autres pays ont commencé à mettre en place ces dispositifs. Je pense à des pays qui sont non européens, qui sont proches de chez nous, comme la Suisse, qui révisent en fait des lois de protection qui existaient auparavant. Je sais que les Chinois sont en train de travailler sur des réglementations aussi qui visent dans ce sens. Je n'ai pas fait un panorama international, mais je dirais qu'aujourd'hui, les pays ont bien compris l'enjeu autour de la donnée personnelle et elles ont toutes aujourd'hui dans leur carton pas forcément des réglementations de l'ambition que porte aujourd'hui le RGPD au niveau de l'Europe et au niveau de la planète, mais au moins venir contrer cette réglementation ou en apporter de nouvelles concernant leur territoire. D'accord. Il y a une autre question de IREST-FR. Je cite, la réglementation IDAS a-t-elle des conséquences importantes à connaître, idem pour la future directive sur l'intelligence artificielle? Alors, IDAS, c'est ce que vous avez dit? Oui, exactement. C'est écrit E-A-S. E. Oui. Minuscule et Oui. I majuscule D-A-S. Bon, alors je vais être très, très humble sur cette. Je ne la connais pas concernant alors, je ne sais pas si elle est essentiellement basée sur l'utilisation des algorithmes dans le cadre des activités comme l'intelligence artificielle. J'imagine que ça doit être ça. Alors, je n'ai pas balayé et je me suis concentré sur les plus importantes aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a en satellite beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui vont venir réglementer non pas simplement la donnée personnelle, mais d'autres typologies de données, et notamment une régulation qui va être très forte autour des algorithmes et de l'éthique autour des algorithmes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont là-dessus. Malheureusement, je ne les connais pas assez pour pouvoir en débattre ici ce soir. D'accord. Il y a une autre question de Richer Clément. Les lobbies des GAFAM et BATX peuvent-elles réellement freiner la mise en place de mesures de protection comme le RGPD, notamment au niveau des élus européens? Au niveau des Élus européens. Oui. Alors, c'est une très bonne question. BATX et GAFAM, aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a eu deux réactions. Il y a une réaction assez vive et assez vive de ces grands lobbies et de ces grandes organisations. Dans un premier temps, lorsque le RGPD est sorti, parce qu'ils l'ont vu comme étant une contrainte énorme qu'imposait aujourd'hui l'Europe à l'égard du traitement des données qu'elles exerçaient, je ne dirais pas en toute liberté, mais de façon non contrainte, en tout cas, de données de ressortissants européens. Et ces GAFAM et ces BATX, et je pense davantage aux GAFAM qu'aux BATX que je connais moins, mais les GAFAM ont pris en fait le revers de cette contrainte pour en faire une opportunité. Et en fait, il y a eu un retour de situation où finalement les GAFAM ont considéré qu'il fallait plutôt rentrer dans le rang et montrer patte blanche et d'essayer de se mettre en conformité le plus rapidement possible. Ils ont déployé des budgets colossaux pour commencer à appréhender cette réglementation et à intégrer ces exigences dans le cadre de leurs activités pour pouvoir mieux les maîtriser et les encadrer. Et pour pouvoir mieux les contrer par la suite. Donc, les GAFAM aujourd'hui ont des budgets illimités en termes de recherche et de régulation. Donc, ils ont aujourd'hui les moyens que n'ont pas de petites organisations pour pouvoir effectivement se mettre en conformité et apporter toutes les garanties. Et aujourd'hui, vous retrouvez effectivement, alors il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les GAFAM en l'occurrence, je connais moins les BATX, mais les GAFAM ont toutes aujourd'hui leur clause GDPR compatible avec plus ou moins de succès, mais elles ont toutes travaillé là-dessus et je dirais qu'elles ont apporté la preuve à la fois de leur réactivité et de la bonne compréhension aujourd'hui de ce qu'elles pouvaient faire de cette réglementation et comment elles pouvaient en tirer des bénéfices par la suite.
D'accord. Une autre question de Eric de Romance. Pourriez-vous évoquer le sujet du droit à l'oubli et de la gestion des archives, surtout papier, à aujourd'hui et qui pose des questions de fond quant à répertorier les données présentes? Alors, droit à l'oubli et les archives. Le droit à l'oubli, c'est un point qui est important. Donc, le droit à l'effacement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation impose, dès lors qu'un individu ou une personne ayant donné son consentement dans le cadre du traitement de ces données, que ce soit dans le cadre d'un abonnement, que ce soit dans n'importe quelle situation, doit pouvoir exercer ce droit à l'oubli et à l'effacement. Donc, elle doit en faire la demande, une demande officielle, donc soit par les sites web qui permettent effectivement cette demande de rectification et donc d'effacement et d'oubli. Et l'entreprise doit se mettre en conformité vis-à-vis de cette demande, donc gérer cette demande d'effacement et d'oubli dans des délais qui sont aujourd'hui très bien encadrés. Je crois que c'est 1 ou 2 mois pour pouvoir effectivement le faire. Et assurer et apporter la garantie et la preuve que cet oubli ou que cet effacement a été réalisé. Or, on le sait, c'est toujours très difficile aujourd'hui d'effacer définitivement des données. Alors, il peut y avoir des données inscrites dans des serveurs actifs et apporter la preuve par des logs que ces données ont été supprimées. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que font les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles gardent et éventuellement elles communiquent à première demande les logs de destruction des données pour exercer le droit à l'oubli. Mais vous savez que les données sur des serveurs actifs sont généralement redondées, qu'ils font l'objet de sauvegarde et éventuellement d'archivage sur bande, et que finalement, et on le sait tous, une donnée n'est jamais détruite de façon définitive et que les données fantômes circulent toujours quelque part. Mais néanmoins, au moins sur des serveurs actifs, vous pouvez exercer ces droits. Quant à la notion d'archivage et de conservation des données, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui pour les organisations, puisque vous avez aujourd'hui une politique d'archivage des données qui doivent être exercées sur des durées de conservation qui sont maintenant aujourd'hui extrêmement bien encadrées. Et donc, vous avez aujourd'hui, basiquement, ce que préconise la CNIL, des données qui sont en situation active, des données qui sont en situation d'archivage intermédiaire et des données qui sont en situation d'archivage définitif, donc qui sortent des serveurs et des systèmes d'information pour être éventuellement stockés dans des coffres-forts ou dans des coffres-forts électroniques. Donc, il y a aujourd'hui 3 niveaux d'archivage ou de typologie de conservation des données. Et pour le papier, c'est extrêmement long et fastidieux. Il doit y avoir aujourd'hui des actions qui doivent être diligentées dans les bureaux, dans les archives, dans les armoires, pour pouvoir effectivement extraire les informations papier et donc des archives papier, de données et donc d'identifier des données à caractère personnel, puisqu'elles ne sont éligibles qu'à partir du moment où elles concentrent des données à caractère personnel. Donc déjà bien identifier les archives qui concentrent ce type d'informations et de pouvoir vérifier effectivement leur durée de conservation. Et donc, ça n'est qu'après le moment où on va investiguer ces données à caractère personnel papier, archivées ou non, que l'on va pouvoir, en fonction des durées de conservation, les conserver sur la durée qui est prévue ou les détruire. Et les destructions posent problème parce qu'aujourd'hui, on a du papier partout et qu'on ne sait pas véritablement comment faire. C'est un vrai casse-tête pour les organisations aujourd'hui. Il y a une autre question de mode. La responsabilité de la fuite de données ne reposant plus sur la DSI seule, mais désormais sur la gouvernance générale de l'entreprise. Cela a-t-il contribué à une amélioration de la situation et à une accélération de la mise en conformité? Le Cloud Act, de facto, n'annule pas la protection de la RGPD. Alors, cette part de responsabilité aujourd'hui qui incombe aux organisations et aux mandataires sociaux est essentielle pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le responsable d'une violation de données, c'est le responsable de traitement. Le responsable de traitement, ça peut être le responsable de traitement métier d'un périmètre, d'une activité. Alors ça, c'est la personne qui va être inquiétée dans un premier temps et dans les investigations, les enquêtes qui vont être menées en interne ou en externe par le régulateur, par exemple, on va aller rechercher les responsabilités et donc les acteurs. Passer sur responsable de traitement qui peut être un responsable de traitement métier,
le responsable de traitement final, c'est le mandataire social de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos actions de sensibilisation des risques qui sont associés, c'est bien le mandataire social, le patron de l'entreprise, qui va être inquiété s'il y a une violation de données, de divulgation, et si effectivement toutes les mesures qui devaient être prises dans le cadre de réglementation n'ont pas été diligentées ou n'ont pas été exercées. Donc effectivement, les mandataires sociaux aujourd'hui ont une responsabilité supplémentaire qui leur est directement affectée autour de ces risques que l'on a pointés. Donc ça peut être le risque de violation, le risque d'image, le risque financier. Et donc leur responsabilité est effectivement engagée. Et ça a changé les choses, puisque les juristes aujourd'hui, les responsables de risque, contrôle interne, auditeur interne, ont bien mis en évidence cette nouvelle responsabilité à l'égard des dirigeants. Donc, au moins sur cet aspect-là, ça a permis aux dirigeants qui n'étaient absolument pas concernés à l'époque par la donnée et par la sensibilité des données qu'ils conservaient dans leur organisation, au moins de tendre l'oreille en disant « mais ma responsabilité est engagée, donc j'y fais attention » et ça rentre dans la cartographie des risques majeurs des organisations. Le risque de non-conformité et en l'occurrence non-conformité à la réglementation européenne. La dernière question de Souhaila, avez-vous déjà entendu parler de l'incendie OVH Cloud? À Oui. votre avis, quelles sont les conséquences? Alors, bien sûr, on en a entendu parler et c'est un très bel exemple aujourd'hui d'une violation de données due à un sous-traitant qui effectivement sous-traite pour le compte de milliers de clients un certain nombre d'informations et de données. Donc, la responsabilité d'OVH, elle va être engagée, mais n'oubliez pas que dans la réglementation et dans la synthèse que j'ai faite, c'est qu'elle va être engagée jusqu'à la hauteur de sa responsabilité. C'est-à-dire que si elle a mis en place effectivement les exigences qui vont être de circonscrire effectivement le risque, alors là on est sur un risque majeur d'incendie, hein, mais qui a donc dégradé, donc il n'y a pas eu de divulgation, il y a eu des pertes de données massives. Donc sa responsabilité va être engagée à hauteur de ce qu'elle aura pu mettre dans le cadre de ses plans de reprise d'activité, ses plans de sécurité physique, ses plans de redondance des informations. Maintenant, elle ne sera pas engagée jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça a pointé aussi une chose essentielle, c'est que les entreprises, même si elles sous-traitent à OVH une partie de leurs informations, doivent aussi mettre en place des niveaux de sécurité qui dépassent celles du sous-traitant, en l'occurrence d'OVH. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas mis en place son plan de reprise d'activité, qu'elle n'a pas exercé à l'égard de son sous-traitant les sauvegardes suffisantes des données qu'ils collectent pour le compte de l'entreprise, eh bien, la responsabilité d'OVH ne pourra pas être engagée. Alors, je ne suis pas juriste, hein, je n'ai pas le dossier, bien sûr, sur ce sujet-là, mais n'oubliez pas qu'un sous-traitant reste un sous-traitant, qu'il va y avoir effectivement une responsabilité qui va le concerner, mais que le responsable de traitement, ce n'est pas le sous-traitant. Hein, le responsable de traitement, c'est l'organisation qui a confié, sous-traité une partie de ses données à OVH, en l'occurrence, sur cet exemple. Et il reste responsable de ces données. Donc, il doit pouvoir justifier et garantir que ces données, par ailleurs, ont bien été redondées, ont bien été sauvegardées dans des plans de sauvegarde, indépendamment de ce qu'il a sous-traité auprès de son exploitant ou de son fournisseur. Il y a Maud qui a encore posé la deuxième partie de sa question. Le Cloud Act n'annule-t-il pas de facto la protection de la RGPD? Moi, je pense que s'il n'y a pas une annulation à proprement parler, je pense qu'il va y avoir de la part de ces régulations qui arrivent, je dirais, au fur et à mesure de l'avancée, de la maîtrise ou des niveaux de maturité avancés de nos organisations pour maîtriser la donnée. Ce n'est pas une annulation. Je pense qu'il va y avoir effectivement des régulations qui vont s'opposer et puis à un moment donné, elles vont devoir composer ensemble pour pouvoir travailler
je dirais, en bonne intelligence. Alors aujourd'hui, il y a de tels enjeux financiers, économiques au sens large qui touchent ces réglementations et donc l'utilisation, les droits d'utilisation et de collecte des données que les régulateurs aujourd'hui sont bien incapables de travailler sur une harmonisation. Et aujourd'hui, on a essayé d'harmoniser au moins au niveau de l'Europe. Donc, ce sont des actions qui aujourd'hui s'opposent, qui peuvent effectivement en partie annuler certaines actions côté GDPR, mais pas toutes. Et j'ose espérer qu'elles vont finir par se mettre, je dirais, autour de la table pour pouvoir échanger sur les exigences sur lesquelles ils devront s'accorder pour, voilà, pour protéger les données à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Calvanez. Et Je vous en prie. au nom du club Risque et de ses membres, je vous remercie pour cette conférence très enrichissante. Et je vous dis à bientôt pour une autre conférence autour d'un autre thème. Très volontiers. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et Merci. merci aux invités d'avoir resté parmi nous et Oui. d'avoir interagi avec nous. Merci beaucoup. À tous. Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir.